Donc ici, ABC, c'est un triangle équilatéral ou isocèle. Ou isocèle. Pourquoi ou isocèle? C'est un triangle équilatéral. Pourquoi nous dire que ou isocèle? Il ne faut pas qu'on nous embrouille ici. Pourquoi ou isocèle? C'est un triangle équilatéral. Ou bien c'est isocèle. On a qu'à nous dire c'est quoi. Non, c'est un triangle équilatéral, monsieur. Ok. Donc c'est un triangle équilatéral du plan affine euclidien. Soit G Hmm. son centre de gravité. On prend un triangle équilatéral de centre de gravité G. On considère l'application affine. Donc l'application renvoie A sur B, B sur C et C sur G. Mais l'application, donc en gros, c'est la situation ça. Donc le triangle ABC équilatéral, F, une application fine qui renvoie A sur B, B sur C, C sur G. On veut trouver dans la première question la matrice de phi dans la base AB, AC. Okay? Donc la matrice de phi, phi c'est la partie linéaire de F. Okay? F c'est une application fine, phi c'est la partie linéaire de F. On appelle ça F flèche. Phi c'est la partie linéaire de F. Donc que faire pour pouvoir trouver la matrice de phi dans la base ABAC? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous trouvez phi de AB et phi de AC. Vous calculez phi de AB pour commencer. Phi de AB. Vous devez calculer phi de AB et phi de AC. Donc phi de AB, comment définit-on la partie linéaire de F? Okay. Comment on définit F flèche? Phi c'est F flèche. Moi je note F flèche pour dire la partie linéaire ou bien partie vectorielle. Donc la définition, par définition, voilà, l'application vectorielle renvoie AB sur F de A à F de B. C'est comme ça qu'on fait, qu'on donne la définition de la partie linéaire d'une application affine. Et chacun d'entre vous doit connaître cette définition-là. Donc, phi de AB, c'est F de A, F de B. Mais l'énoncé donne F de A. F de A, c'est B. F de B, c'est C. Donc, j'écris F de A, F de B. Bah, donc, ça fait F de A, c'est B. F de B, c'est C. Mais je ne vais pas, en fait, m'arrêter sur BC. Parce que ce qu'on me demande, c'est de décomposer dans la base ABAC. Donc, comme je veux l'expression dans la base ABAC, je vais introduire, donc par la relation de Charles, le point A entre B et C. Donc, je mets BA plus AC. Et donc, bon, nous savons que BA, c'est moins AB. OK? Donc, moins AB plus AC. Donc, ce que vous venez d'écrire, en fait, c'est phi de AB. Vous venez donc de voir que phi de AB se décompose dans la base ABAC avec les coefficients moins 1 et moins 1 pour AB, 1 pour AC. Donc, voilà l'expression de phi de AB en termes de coordonnées dans une base. Ouais. Vous devez donc savoir comment on décompose un vecteur dans une base. Okay? C'est ce que j'ai fait. J'ai décomposé dans la base via la relation de Charles. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai donc phi de AB, comme vous pouvez le voir, de coordonnées, dit-on, phi de AB de coordonnées, moins 1 dans, je précise bien, que je travaille dans la base constituée par les vecteurs AB et AC. Là, j'ai l'expression de phi de AB dans la base AB et AC. Voilà. Donc, ça, c'est le premier calcul que je fais. Il y a le deuxième calcul que je vais faire aussi. Okay? Puisque l'objectif, c'est de trouver la matrice de phi dans la base ABAC. Je calcule dans un premier temps phi de AB. Dans un second temps, je dois calculer phi de AC. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va calculer phi de AC. Phi de AC. Donc, de même, phi de AC égale phi, c'est la partie linéaire de F. C'est F flèche. Et par définition, F flèche, voilà, renvoie le vecteur AC sur le vecteur F de A à F de C. Donc, vous devez avoir F de A et vous devez avoir F de C. Donc, F de A, bah, l'énoncé a dit que F renvoie A sur B. F de C, bah, l'énoncé a dit que F renvoie C sur G. Ça, c'est dans l'énoncé. Donc, j'écris ça tout naturellement. Donc, F de A, F de C, bah, c'est B à G. Si je ne me trompe pas. Maintenant, vous devez chercher le vecteur BG parce que l'objectif, c'est de l'exprimer, c'est d'exprimer phi de AC dans la base, ne l'oubliez pas, AB, AC. C'est dans cette base-là que nous voulons faire le calcul. Donc, comment j'ai le vecteur BG? Très simple. Il suffit de voir le triangle équilatéral que j'ai en face de moi. Avec ce triangle équilatéral, j'aurai donc le vecteur BG, voyez-vous. Donc, on va s'amuser à exprimer ce vecteur ensemble. Donc, le vecteur BG, bon, en fait, je ne vais pas faire trop de calculs parce que quand même, bon, un triangle équilatéral, ce n'est pas la première fois qu'on travaille des triangles équilatéraux. Donc, BG, bon, c'est facile. Je fais du B, je fais du G comme ça, et hop, ok. Donc, je sais que BG, pour ceux qui maîtrisent le triangle équilatéral, ils savent bien caractériser le vecteur BG. Ok.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas, bon, c'est pas grave, on m'écrit G barycentre 2. Parce que moi, je retiens beaucoup de choses en tête. Je suis un grand bûcheur, on va le dire comme ça. Bon, est-ce que je bûche? Dit comme ça, c'est péjoratif. Mais je connais déjà les choses de BG avant même de l'établir. BG, ouais, c'est ça. Ça fait le 2 tiers, 2 tiers de. Ouais, ouais, bref, faut tirer quoi, BG. Donc BG, comment on trouve BG? Simplement, on fait la somme des coefficients. 1, 1, 1, 3. Donc on fait la somme des coefficients. C'est B que je cherche. Donc il y a 1. Donc mais j'ai un tiers. Et donc, une fois que je fais ça, je fais BA. BA plus BC. BA et BC. C'est comme ça que ça s'exprime. Donc BG, c'est ça. BA plus BC. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que BG s'exprime, quoi. Bon, donc, vous écrivez. Monsieur, j'ai une question. Oui. Juste pour me rassurer, si c'est un triangle isocèle, peut-être c'était isocèle en A et en B, quelles devraient être les coordonnées du barycentre de G? Dans ce cas, vous ne pouvez. Bon, en fait, c'est la même chose. Je voulais dire n'importe quoi, mais c'est la même chose. Il n'y aura exactement aucune différence. Quand on parle de barycentre, c'est Oui, monsieur. l'isobarycentre. C'est le barycentre des points, des sommets, affectés des mêmes coefficients. Donc, que le triangle soit équilatéral, isocèle ou bien même quelconque, le barycentre sera défini de la même façon, à savoir le barycentre des points A, B, C. Le centre de gravité sera défini comme voilà, le barycentre des points A, B, C affecté des coefficients 1, 1 et 1. C'est bon? Donc, qu'il soit isocèle, c'est la Oui, même monsieur, chose. c'est bon. Donc, BG, j'écris 1 tiers de BA plus BC. Donc, BG, c'est 1 tiers de BA plus BC. Et on ne va pas se contenter de ça. Notre objectif, c'est d'avoir AB et AC. Donc, quand j'ai BA, bah, j'écris BA en fait comme moins AB. Et quand ABC, bah, j'introduis juste le point A. Entre B et C. J'introduis le point A. Donc, j'ai donc 1 tiers de. Donc, je mets ici moins AB. Donc, BA, c'est moins AB. Donc, je mets moins AB. Et AC, donc vous voyez que j'ai moins 2 fois AB. Ça fait moins 2 divisé par 3 AB. Et plus 1 divisé par 3 AC. J'ai donc l'expression. Donc, quand je calcule phi de AC, c'est ce que j'obtiens. Donc, je mets ça, c'est phi de AC. Et donc, voilà, j'ai phi de AC. Donc, je vais coordonner. Donc, moins 2 tiers et 1 tiers dans la base ABAC, quoi. Ça, c'est l'écriture de phi de AC dans la base. Et une fois que j'ai phi de AB, phi de AC, bah, la matrice, ça vient de soi. Parce que, en conclusion, en définitive, j'ai donc l'expression de phi de AB dans la base ABAC. Et j'ai aussi l'expression de phi de AC dans la base ABAC. C'est ce que je vais écrire. Donc, en conclusion, voilà, on peut écrire les deux ensemble, ce qui nous permet en fait de pouvoir écrire la matrice à partir de phi de AB et de phi de AC. La matrice, vous disposez juste sur les deux colonnes et vous avez la matrice. Donc, on dira que la matrice de phi, la matrice, ok, M de phi dans la base AB et AC, je dispose simplement les deux choses que j'ai obtenues par colonne. Donc, c'est M égale, je mets la première colonne, à savoir moins 1, la deuxième colonne, à savoir moins 2 tiers et 1 tiers. Vous avez donc la matrice de phi dans la base ABAC, simplement. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour la première question. Pour cette question, je vous laisse quelques secondes s'il y a des questions. Par rapport à ça, s'il y a des questions. Parce que s'il n'y en a pas, Ah, monsieur, moi j'ai une question. oui. J'ai une question. En fait, j'ai une incompréhension un peu. En fait, dans certains exercices, on dit qu'on choisit ça. On peut choisir les points qu'on peut préciser après. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Si on choisit tous les points, On peut choisir des points. euh, les valeurs de certains points. Oui. Les, les Est-ce que valeurs c'est de ces, toujours possible de faire ça? les valeurs, genre les Oui, coordonnées, tu veux dire, les coordonnées des points. exactement. Ok. Bon, en fait, ici, bon, c'est pas des choix arbitraires. Par exemple, je donne. En fait, par exemple, le point A, si je suis dans la base ABAC, si je suis dans la base ABAC, les coordonnées de A, c'est 0, 0. Par exemple, si je travaille dans la base AB, AC, si je travaille dans ce repère, voilà, disons un repère. Si je travaille dans ce repère A, ABAC, dans ce cas, le point A a pour coordonner quoi? Puisque c'est l'origine de mon repère, il a pour coordonner 0, 0 par exemple. Dans ce repère, par exemple, le point B, lui, il a pour coordonner quoi? Lui, c'est AB, là, ça fait 1, 0.
Voilà, le point C, lui, là, pour donner 0. En plus, il est sur la des ordonnées. Donc, votre repère, c'est A, B, A, C. Donc, votre A, c'est A, B. Votre A, des ordonnées, c'est A, C. Donc, avec ça, vous pouvez trouver les coordonnées, en fait, des points. Voilà. Donc, en fait, quand vous donnez les coordonnées des points, c'est relativement à une base bien précise. Donc, si vous êtes dans un exercice et que vous dites que, voilà, on va prendre... Il faut d'abord préciser le repère. Quand vous voulez travailler avec des coordonnées, simplement, quand vous voulez travailler dans un exercice avec des coordonnées, si vous voulez donner des coordonnées à des points, il faut que l'énoncé dans lequel vous travaillez définisse lui-même un repère. Si l'énoncé ne définit pas un repère, dans ce cas, vous-même vous définissez un repère avant de travailler. Vous pouvez venir dire que travaillons dans le repère A, A, B, A, C. Voilà. Donc, et dans ce cas, tu peux dire que dans ce repère A pour coordonner 0, 0, le point D A pour coordonner 2, 3, le point C A pour coordonner, bon, vous citez les choses. Mais dans ce cas, il faut préciser le repère avant de travailler. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, oui. Ok. Là, on passe à la question 2. Déduit que F a un unique point invariant. Déduit que F a un unique point invariant. Donc, un point invariant, c'est un point qui est inchangé lorsqu'on lui applique l'application à phi. C'est un point dont l'image est lui-même, simplement. Voilà. Donc, ici, si vous voulez chercher un point invariant, donc il va dire P est invariant si, voilà, un point invariant. Je rappelle donc l'addition d'un point invariant par F. Donc, P est un point. Si on dit que P est un point invariant par l'application affine F, ça équivaut à dire que bah, F de P est exactement égal à P. Et je dis que si F de P est égal à P, alors bah, le vecteur, si F de P est égal à P, dans ce cas, le vecteur PF de P, il est nul. Voilà. Et en termes d'application phi, bon, j'aimerais bien vous dire si PF de P est nul, voilà, est-ce que ça vous suffit? Bon, c'est bon. Je vais garder que F de P est égal à P. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, si vous connaissez ça, c'est déjà bon. Maintenant, il faut savoir exprimer l'application F. Sachez que dans les 6 précédents, ce que nous avons, c'est l'application phi. Oui, du moins, c'est sa matrice. Donc, comment avoir F en fonction de phi? Très simple. En fait, si vous avez F de A, par exemple, F de A, P, si vous avez F de A, P, sachez que ça fait F de A, je l'ai expliqué, ça fait F de A à F de P. F de A, F de P. Dans le premier temps, en gros, bon, là c'est F flèche, hein. C'est F flèche que j'utilise ça. F de P. Donc pour mieux rédiger, je préfère écrire que je vais commencer par F de A, F de P. Okay? Donc F de A à F de P, si je prends F de A à F de P, ça fait, si je prends le vecteur là, par définition, c'est F flèche de AP. Ce que j'appelle F flèche, c'est ça qui est la partie linéaire. Hein. Je précise ce que j'appelle F flèche, c'est phi. C'est phi de AP. C'est phi de AP. Et maintenant, F de A, F de P, ça fait F de P. Quand on met F de A, F de P, ça fait F de P moins F de A en fait. F de P moins F de A. C'est la différence quand vous avez un vecteur AB. Voilà, c'est donné par B moins A. Quoi. Cela est relatif à la façon dont on trouve les coordonnées d'un vecteur. Voilà. Pour trouver les coordonnées, c'est relatif à ça en fait. Parce que pour trouver les coordonnées d'un vecteur, rappelez-vous, vous faites quoi? Vous faites du X de B moins X de A en fait, et du Y de B moins Y de A par exemple. Et quand on fait ça, cela revient à faire juste les coordonnées de B. Okay? Donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc voilà, B moins A quoi. Bref, retenez simplement que quand j'ai le vecteur M à N par exemple, je fais le final moins l'initial. C'est une notation qui est très pratique. Donc ici, je vais donc écrire que F de P, c'est... Si je tire F de P dans cette relation, c'est F de P moins F de A. Donc F de P, ça fait F de A plus phi de AP. Okay? F de P, c'est F de A plus phi de AP. Maintenant, l'énoncé a donné F de A. Ouais, l'énoncé même a donné F de A. Et oui. L'énoncé disait que F de A, c'était B. Et que F de B, c'était C. Ça, c'est dans l'énoncé, je rappelle. Et que F de... Ouais, bref, ainsi de suite. Donc ici, F de A, c'est B. Phi, je connais. Phi de AP. Je connais phi de AP, en fait. Et pour savoir phi de AP, sachez que
quand vous avez une application linéaire, ok, si vous avez une application phi qui est linéaire, quand vous voulez phi d'un vecteur, phi de x, vous faites simplement la matrice de phi fois le vecteur x. En gros, pour le phi de x, vous faites la matrice de phi fois genre, le vecteur, simplement. Donc, en gros, je vais prendre la matrice, je vais l'appeler m, bon, bien si vous voulez, m de phi, que je vais multiplier par le vecteur AP. Vous verrez les calculs de suite. Maintenant, comme je suis dans le repère dans lequel nous travaillons, repère, c'est le repère d'origine A, et dont la base aussi est ABAC, ok? C'est dans ce repère que je vais travailler. Et l'on sait même déjà parlé de la base ABAC, donc il est naturel de prendre ce repère pour travailler. Donc, le point B, bon, lui, il est celui-là, vous avez A, B, C, ok? A, B, C. B, c'est coordonnées, c'est le point celui-là, c'est abscisse pour nous. Donc, ces coordonnées, c'est abscisse 1 et ordonnée 0. Donc, je travaille avec 1, 0. Et la matrice, je la connais. En fait. La matrice, c'est ça. C'est du moins 1 tiers, du moins 1, du moins 2, ce que vous voulez. Donc, vous mettez ça pour la matrice et vous faites la multiplication par AP ensuite. Donc, je mets ça, et ça, et ça, et ça. Vous avez plus cette matrice. Maintenant, pour faire le vecteur AP. Notez que dans mon repère A pour coordonner 0, 0. Dans mon repère A pour coordonner 0, 0. Et donc, je vais prendre un point P de coordonnées Y en fait. Bon, P, un point que on ne connaît. Donc, quand on fait du AP, c'est la différence avec X moins 0, Y moins 0. Bon, ça fait XY quoi. En gros, je multiplie par XY et je fais le calcul pour trouver F de P. Et F de P, c'est-à-dire F de P, c'est ici XY pour moi quoi. Donc, pour trouver F de XY, je fais le calcul là. Donc, ça fait, je fais le calcul simplement. Ici, c'est un produit matriciel. Le produit matriciel se fait ligne par colonne. Donc, vous faites la ligne fois la colonne comme un produit scalaire. Donc, vous faites du moins 1 fois x, du moins 2 tiers fois y. Donc, je mets moins x et moins 2 tiers y. Et ensuite, je prends la deuxième partie, je fais 1 fois x et 1 tiers fois y. Donc, je vais x plus 1 tiers de y. Je fais la somme. Donc, pour avoir f de xy, ce qui donne 1 plus moins x moins 2 tiers de y. Donc, fait moins x moins 2 tiers de y plus 1. Ici, je fais x plus 1 tiers de y. Avec ça, j'ai f de xy en fait. C'est ça l'image de xy. Bon, je peux mettre ça comme ça, peu importe. Ce n'est qu'une disposition. Donc moi, je ne fais pas, je m'en fous de la disposition en fait. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Donc maintenant, pourquoi on va faire tout ça là? D'abord, je vous fais remarquer que c'est cela qu'on appelle l'expression analytique. C'est ce qu'on appelle l'expression analytique voilà, de l'application FIDF. Donc quand vous écrivez x' égale moins x moins 2 tiers de y plus 1, et vous écrivez y' qui est égal à x plus 1 tiers de y ici, c'est ce qu'on appelle l'expression en fait analytique. Vous voyez que pour trouver les points variants, j'ai d'abord cherché en fait à trouver l'expression analytique de mon application affine. Et l'expression analytique d'une application affine se trouve, ça s'obtient lorsqu'on travaille dans un repère. Il faut bien définir un repère. Donc c'est dans le repère, je précise A. Vous ne pouvez pas parler de coordonnées sans préciser de repère. Les coordonnées dépendent étroitement du repère que vous choisissez. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai l'expression analytique, trouver les points variants devient un jeu d'enfant. Vraiment un jeu d'enfant. Donc pour le faire, c'est simplement, je disais qu'un point invariant, P invariant, c'est par F évidemment, P invariant par F, signifie que son image est intacte. Par F signifie que son image c'est lui-même. Donc F de P c'est P. Donc ça veut dire que F de P c'est P. Ça veut dire que F de XY, si P, ça veut F de XY c'est XY. En fait. Maintenant, f de xy, ça donnait ça. Ça, c'est en gros ceci. Ça veut dire que, en vous remplacez x' par x, y' par y, simplement. Donc, cela donne donc, f de xy, bah, c'est ça, f de xy. Ok, on dit que ça vaut xy encore. F de xy égale à xy, en fait. Bon, là, vous égalisez. Donc, vous faites du, voilà, du moins x, moins 2 tiers de y, plus 1, qui fait x. Ensuite, du x plus 1 tiers de y, qui est égal à y. Équation simple à résoudre, donc ça équivaut à. Je balance soit ce x de ce côté ou bien de l'autre côté. Bon, peu importe, ça n'a aucune importance. On va moins 2x, moins 2 tiers de y, moins 2x, moins 2 tiers de y. Je balance le 1 là de l'autre côté, ça fait moins 1. Ici, ça fait x, je balance le y là de l'autre côté, bien, je tire x. Plus facile de tirer x. Donc, je tire x, x fait quoi? X égale y moins 1 tiers de y, je balance de l'autre côté, moins 1 tiers de y.
Quand on fait 1 moins 1 sur 3, bah, ça va être 2 sur 3. Donc, ça va être 2 tiers de y. Je fais la substitution de x dans la première équation. Si x est 2 tiers de y, donc dans la ligne 1, donc je mets la L2 dans L1, par exemple, j'aurai donc moins 2x, moins 2x. X, c'est x, sa valeur, c'est 2 tiers de y. Donc, moins 2 fois 2 tiers de y. Voilà, dans la première, donc moins 2 tiers de y encore, égale à moins 1. Avec ça, j'aurai mon y en fait. Mon y, c'est moins 4 tiers en fait. Moins 4 tiers, moins 2 tiers. C'est moins 6 sur 3. Donc, moins 6 sur 3 y égale à moins 1. Moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. Vous avez moins 2y égale à moins 1. Soit y égale à demi. Une fois que vous avez y, vous remplacez dans x. Puis x c'est 2 tiers de y. Dans L2. X c'est 2 tiers de y. Donc on écrit que x égale à 2 tiers de y. Donc x égale 2 tiers de y. Y c'était demi. Vous simplifiez. Les deux passes avec 1 tiers. Donc j'ai 1 tiers et demi. Ouais, avec ça, je viens de trouver le point invariant. Du moins, c'est coordonné. Je viens de trouver le point invariant par l'application affine à travers ces coordonnées. J'ai trouvé x égale à 1 tiers égale à demi. Donc, on va dire que donc, P ici, le point invariant P, c'est le point de coordonnées. C'est le point P de coordonnées 1 tiers, 2 tiers. Puis l'abscisse, c'est 1 tiers. Okay. L'abscisse, c'est 1 tiers. L'ordonnée, c'est 2. Non, qu'est-ce que je dis? L'ordonnée, c'est demi. Hein. Pourquoi je mets 2 tiers? 1 tiers demi. 1 tiers demi. Donc, l'abscisse, c'est 1 tiers. L'ordonnée, c'est demi. Okay. Donc, une fois que j'ai ces coordonnées, j'ai le point P. Attention, dans le repère A, AB, AC. Cela veut donc dire que quand j'ai AP, l'origine c'est A, ça veut dire AP, ça se décompose en fait sur AB et AC comme étant égal à 1 tiers de AB, 1 tiers de AB plus 1 demi de AC. Ça va être du 1 tiers de AB plus du demi de AC. Maintenant, bon. Donc, c'est le point invariant. Maintenant, je peux chercher à le caractériser précisément. À quel point fait sur la figure correspond à 1 tiers de AB plus demi de AC. Si c'est un point bien connu, bah, si ce n'est pas un point bien connu, peut-être que sur la figure, je peux le caractériser. Du moins, le placer. Okay? Donc, quand je trouve en fait un point invariant, je le place. Je le place. Donc, 1 tiers de AB plus demi de AC. Est-ce que c'est un point remarquable en fait? Si c'est un point remarquable, je dis c'est quel point exactement. Mais bon, je doute fort que ce soit un point remarquable. Vu les coordonnées bizarres là qu'on a retrouvées. Je doute fort que le 1 tiers de AB plus demi de AC soit un point remarquable. Bah non, c'est pas un point remarquable selon moi. Sur la figure, bon, vous pouvez le placer, mais je ne suis pas sûr qu'il va tomber sur l'un des points qui est déjà sur le dessin. Donc bon, ce n'est pas un point qui est remarquable, mais quand même, on vient de trouver le point maintenant. Donc c'est le point P tel que AP égale 1 tiers de AB plus demi de AC. C'est ce point-là qui est le point invariant. Donc on l'a déterminé, on a vu qu'il est d'ailleurs unique. Il est ici qu'il est unique, voilà, c'est ça. Et même, bon, en fait, est-ce qu'il avait demandé de le déterminer? Je vais voir s'il avait demandé de le déterminer. Parce que la question posée, c'était, voilà, la question posée était déduire que F est un unique point invariant. Bon, si c'était juste, il ne demandait pas de le déterminer. Moi, je suis allé même jusqu'à le déterminer. Donc, mais si on ne demande pas de le déterminer, en fait, sachez que vous pouvez rédiger encore plus simplement. Ok? Donc, moi, je suis allé le déterminer. Mais sachez qu'en calculant juste le déterminant de M, okay, le déterminant de M, vous obtenez, voilà, moins 1, 1, moins 2 tiers, 1 tiers ici. Ça fait moins 1 tiers, plus 2 tiers, par exemple. Moins. Donc, ça fait 1 tiers, c'est différent de 0. Et si le déterminant est différent de 0, ça veut dire que M est inversible. Je demande phi est bijective. Quand le déterminant de la matrice de phi est différent de 0, on dit que phi est bijective. Et sachez qu'on démontre que si la partie linéaire est bijective, alors l'application affine F elle-même est bijective. Bon, mais les applications affines bijectives, est-ce qu'il admet un unique point fixe? Et ça reste à justifier. En fait, il demandait de vérifier un unique point fixe. Bon, là, vous savez ce qu'on va faire. Ce n'est pas exactement le déterminant de M, mais bon, je vais vous montrer comment procéder. Okay? Donc, je vais mettre ça comme deuxième méthode. Parce que je vois que celle-ci, elle est un peu longue. Mais on peut le faire juste avec le déterminant. Je vous montre comment. Ok? Donc, je vais mettre ça comme deuxième méthode.
Donc, la matrice M de phi dans la base ABAC, voilà, est-ce que elle admet, on avait ça. Donc, l'objectif, je rappelle, c'est de montrer que l'application affine F admet un et un seul point fixe. Okay? Et donc, le point fixe fait quoi? Le point fixe, c'est un point qui fait, je rappelle, si P est invariant, P invariant par F, j'écrivais P invariant par F, ça veut dire que F de P égale à P. Okay? Ça veut dire que F de P égale à P. Maintenant, si vous avez ça, si on suppose qu'il y a aussi un autre point invariant, qui est A par exemple, par exemple f de P égale à P, c'est pas encore suffisant pour moi. Si vous avez un autre point invariant, je vais l'appeler par exemple A, si P invariant et que A invariant. Bon, supposons que A est un point, bon pas forcément A parce que je montre que O est un point invariant, O invariant par F. Un autre point qui est invariant, O invariant par F. Si vous avez P invariant par F, je vais effacer ça. Si P invariant par F, ça signifie que, okay, si P invariant par F, ça signifie que F de P égale à P. Ok. Donc si en plus O est invariant par F, on doit avoir F de O égale à O. Donc on aurait F de O égale à O et on aurait ça. Donc on pourrait écrire que, ok, je vais vous montrer une autre façon de faire sans, on va trouver un théorème d'existence tout de suite. Un joli théorème d'existence, ok. Donc, et d'un point invariant, P invariant par F. Donc ça donne F de P égale à P. Mais avant ça, je suppose que O est un point invariant par F. Hein. Avant ça, je suppose que O est un point invariant par F. Donc avec ça, je pourrais donc écrire que on aurait quoi? On aurait dans ce cas, donc ça impliquerait pour moi que ça impliquerait que F de O, F de P soit égal à OP, non? Voilà, si je mets les deux ensemble. Donc ça impliquerait que F de P c'est phi. Ça impliquerait que phi de OP est égal à OP. Ça impliquerait que phi de OP est égal à OP. Donc on voit que si j'écris ça, ça veut dire que phi de OP, en fait, OP, vous pouvez l'écrire comme l'identité de OP. Vous pouvez l'écrire comme ça. Vous savez, l'application identique, c'est l'application là qui ne fout absolument rien. ID de U, c'est U. L'identité, c'est l'application qui ne fout rien. L'identité de U, c'est U. Ça ne fait du tout rien. Donc, l'identité de OP, c'est OP. On peut écrire ça, donc, vous aurez phi moins quoi? Vous aurez phi de OP moins l'identité de OP, qui serait quoi alors? Qui serait nul. Et si c'est nul, vous aurez donc phi moins l'identité. Phi moins l'identité de quoi? De OP, qui est nul. Cela signifie que OP appartient à quoi? OP appartient à au noyau. Vous savez que si vous avez phi moins quelque chose qui est nul, on dit qu'il est dans le noyau. On va dire que OP appartient au noyau, au kernel de phi moins l'identité. Ok. Voilà. Il appartient au kernel de phi moins l'identité. Donc on aurait ça. Maintenant, si en plus de cela, P est différent de O, ok. Donc si en plus de cela, donc P invariant, ça donne ça. P invariant par F, ça donne ça. P invariant par F, ça donne ça. Voilà. Si en plus de cela, P est différent de O, on aurait quoi? Ça veut dire que le noyau, donc si P est différent de O, si P est différent de O, OP serait différent du vecteur nul, n'est-ce pas? Si P est différent de O, le vecteur OP serait différent du vecteur nul. Dans ce cas, ça veut dire que le noyau aussi est différent de l'espace nul. Le noyau là, il est différent de... Si P est différent de O, hein. Donc si P est différent de O, je dis bien que si P est différent de O, P invariant par F, ça signifierait quoi? P invariant par F, ça impliquerait que si P est différent de O, cela impliquerait que ceci est différent de l'espace nul. Est différent de l'espace nul. Donc j'aurai ça. Okay. Donc l'application là serait comment? L'application phi moins l'identité. Si ceci est différent de l'espace nul, cette application ne serait pas bijective. Bon, en tout cas, elle ne serait pas injective. Parce que quand le noyau est nul, vous avez une application qui est injective. Quand le noyau est différent de l'espace nul, vous avez une application qui n'est pas injective. Elle n'est pas injective. Si elle n'est pas injective, alors elle n'est pas bijective. Elle n'est pas injective, donc
Elle n'est pas bijective. Phi moins l'identité n'est pas bijective. Elle n'est pas bijective. Si elle n'est pas bijective, ça veut dire quoi? Que le déterminant est différent de 0. Bon, le déterminant de phi moins l'identité est différent de 0. Si elle n'est pas bijective, ça veut dire plutôt que c'est égal à 0. Hein, excusez-moi. C'est égal à 0. En gros, ce que je viens de démontrer, c'est que s'il y a plus de 2 points invariants, s'il y a plus, parce que j'ai mis P différent de O. Voilà. P différent de O. Alors que P était invariant, O aussi était invariant. Donc, si vous avez 2 points invariants qui ne sont pas distincts, 2 points invariants distincts plutôt, si vous avez 2 points invariants, alors dans ce cas, vous devez avoir ça. Voilà. Si vous avez 2 points invariants. Donc, en gros, ce que je viens de montrer, c'est que, voilà, si F a plus de 2 points invariants, a plus de 2 points invariants, plus d'un, en tout cas plus d'un point invariant, genre O et P qui sont distincts, plus d'un point invariant, on devrait avoir ça. C'est ce que je viens de vous démontrer. Ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de démontrer comme ça. Hein. C'est vrai que la démonstration n'est pas évidente, mais c'est ce que je viens de démontrer. S'il y a plus d'un point invariant, on a ça. Donc c'est quoi la contraposée? Je sais que vous savez ce que c'est que la contraposée d'une implication, comme P implique Q. Quelle est sa contraposée? Okay. P implique Q. Je ne sais pas si vous avez parlé de logique mathématique. En logique mathématique, souvent vous parlez des trucs de contraposée là. Okay. La contraposée d'une implication, c'est quoi? La contraposée de P implique Q est... Non P. Oui, non. C'est non. Q. Euh, euh, Non Q implique non P, non? Oui, c'est ça. C'est non non Q. P. C'est ça, non? Voilà. Oui. Et on sait qu'un énoncé est équivalent à sa contraposée. Quand on a un énoncé, il est logiquement équivalent à sa contraposée. C'est pour vous dire que cet énoncé que je viens de démontrer peut être reformulé autrement. Donc ça, c'est ça qui est votre P. C'est cette partie-là qui est votre P. C'est cette partie-là en fait qui est votre Q. Voilà, donc autrement dit, quand je fais de la contraposée, ça veut dire que, autrement dit, si le déterminant est différent de 0, si le déterminant de phi moins l'identité est différent de 0, alors f n'a pas plus d'un point invariant. Donc f n'a qu'un seul point invariant au maximum. Si le déterminant est différent de 0, alors f a au moins, je vais dire f a au moins un point invariant, c'est ce que ça veut dire. Si f a plus d'un point invariant, déterminant, est-ce que c'est au moins, le a plus d'un point? Ça veut dire que f a au plus. Bref, quelle est la négation de f a plus d'un point invariant? Selon vous, quelle est la négation de ça, de P? P, c'est f a plus d'un point invariant. Si on prend P comme f a plus d'un point invariant. Avoir plus d'un point invariant, ça veut dire à partir de 1. Avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 points invariants, ainsi de suite. Donc, si on n'a pas plus d'un point invariant, donc on peut dire qu'il n'a que f a 0 ou 1 point invariant. Vous êtes d'accord? Oui, il a maximum un point invariant. Voilà, maximum 1 point invariant. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, f a au maximum 1 point invariant, c'est ça. Maintenant, je vais vous convaincre que f ne peut pas avoir 0 point invariant. Voilà. En fait, f ne peut pas avoir 0 point invariant. Maintenant, qu'est-ce qui justifie ça? Voilà. Parce qu'on peut démontrer que f doit forcément avoir un point invariant. Je vais justifier ça ici. Donc, on sait que si le déterminant est différent de 0, voilà, si le déterminant de phi moins l'identité est différent de 0, okay, si le déterminant de phi moins l'identité est différent de 0, ça veut dire que l'application phi moins identité en fait est bijective. Donc, je pourrais écrire ça. Si elle est bijective, alors je vais dire que si elle est bijective, alors il existe un seul vecteur, une application bijective, parce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un unique antécédent. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un unique antécédent. Donc si je prends phi moins identité comme étant une application de R2 dans R2 par exemple, ouais, donc si je prends par exemple le vecteur nul a un unique antécédent. Donc ça vous aide pas vraiment ici. Le fait que le vecteur nul a un unique antécédent. Donc, bon, quand vous écrivez un point fixe, c'est un point qui vérifie f de p égale à p. Un point qui vérifie ça, il y a un point fixe.
Maintenant, si j'ajoute un P sur ça, ça fait P, F de P qui est nul. Bon, pour le moment, si j'introduis un point, si j'introduis un F dedans, si j'introduis un point, par exemple, genre, je mets du PO, par exemple, ça fait PO plus OF de P qui est nul. Ensuite, si je tire, j'aurai OP qui fait OF de P. Mais normalement, il y a un théorème en fait pour l'existence et l'unicité. Bon, je vais vous le montrer. Je dois l'avoir un peu ici. Voilà, donc en gros, la propriété dont je parlais, c'est ça. C'est ça. Si vous êtes dans un espace de dimension finie, et si l'application F- F flèche, F flèche c'est parti bien. Si F flèche mon identité est injective, voilà, alors dans ce cas, voilà, il y a un seul point fixe quoi. En gros, en application, ça veut dire quoi? Je vais calculer F flèche mon identité de E. F flèche mon identité de E, c'est phi flèche mon identité. Ici, votre E c'est R2. Vous travaillez dans le plan, disons que vous avez dans R2, ok, dans un espace de dimension 2. Donc en gros, la matrice que vous avez obtenue là, je veux dire que la matrice que vous avez obtenue, où est-elle? Voilà, la matrice que vous avez obtenue, où est-elle cette matrice là? Voilà, c'est ça ma matrice. Donc en gros, l'autre méthode que je veux vous montrer, c'est que je prends juste la matrice, ok, et en phi moins identité, c'est en fait la matrice moins l'application identique. Donc ça c'est M, je vais faire M moins matrice identité d'ordre 2 ici. Donc je vais faire en gros moins 1, moins 2 tiers, 1 tiers, je vais faire moins 1, 0, 0, 1. Je fais la différence là, je fais donc moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, ça fait moins 2, moins 2 tiers, moins 0, ça fait moins 2 tiers. Ici, c'est 1 moins 0, ça fait 1 tiers moins 1. Donc, que fait 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Donc, ça, c'est M moins l'identité. Je calcule le déterminant de M moins l'identité. Déterminant de M moins l'identité, ça fait, voilà, moins 2 fois moins 2 tiers, ça fait moins 4 tiers, moins 2, non, plus 2 tiers. Ça fait donc moins 2 tiers. Et vous voyez que c'est différent de 0. Ça veut dire que, voilà. Et quand ce déterminant est différent de 0, d'après le théorème que je viens de préciser, ça veut dire que phi moins l'identité, d'abord phi moins l'identité de E est bijective. Bon, on peut même dire injective, est injective. Pas de souci, est injective. Et donc, voilà, comme on est dans un espace de dimension finie, donc dimension de E ici c'est 2, c'est un espace de dimension finie. Donc, avec le théorème précédent, alors il existe un unique point fixe. Alors, F admet un unique point fixe. Alors, F admet un unique point fixe. Voilà. Un unique point fixe. En gros, c'est ça. Si on pousse la démonstration en gros, on a ce théorème. En gros, ça dit simplement que quand vous êtes dans un espace de dimension finie, quand vous calculez, voilà, le déterminant de F moins l'identité, bien de phi moins l'identité, si ça donne une valeur différente de 0, sachez qu'il y a un seul point fixe, quoi. Voilà. Mais moi, la première méthode que je vous ai montrée, clairement, je suis allé chercher ce point fixe. Voilà. Mais vu la façon dont l'exercice est posé, comme il demande, en fait, la façon dont l'exercice est posé, il demande dans un premier temps de trouver la matrice. Okay? Dans un premier temps, il demande de trouver la matrice M. C'est dans un second temps qu'il demande d'en déduire que F a un point invariant P. Voilà. Donc la question, à partir de la matrice, directement, j'ai l'unicité du point fixe. Okay. Ici, il faut calculer juste le déterminant de M moins l'identité et trouver que c'est différent de 0, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin forcément de trouver le point fixe. Est-ce que c'est bon? Bon, des questions par rapport à ça? Quelques secondes pour poser des questions, s'il y en a pas. Monsieur, une question. Oui. Monsieur le professeur en salle nous avait montré que, bon monsieur, c'est plus une méthode que le professeur nous avait montré. Oui. Pour le cas du point invariant, là, nous avait montré déjà, on fait le produit de la matrice de phi fois xy égale à xy. Donc, le produit de la matrice là, Oui. avec la matrice colonne xy égale à la matrice colonne xy. Ensuite, on essaye de résoudre. Donc, c'est un peu comme ça que nous on faisait ça. Ouais, mais si vous avez ça, est-ce que vous avez... En fait, ce que vous avez trouvé, c'est les points fixes de phi. Hein.
Si vous faites comme ça, les points fixes que vous obtenez, c'est le point fixe de phi, le point fixe de f. Je sais pas si vous voyez. Si vous résolvez l'équation phi de ici, si vous résolvez D'accord. l'équation phi de ici égale à ici, ce que vous obtenez, ce n'est pas les points fixes de f. On est Oui. d'accord? C'est les points fixes de phi. Mais la question, c'est par rapport à f, tu vois. Mhm. On est D'accord. le D'accord, type monsieur. de f a un point phi. Tu vois, non? C'est pour ça que je n'ai pas résolu phi. J'ai pas résolu phi de i égale à i. J'ai résolu f. Donc peut-être que vous n'avez pas bien suivi la méthode ou bien la question était différente. Sinon, voilà, l'équation que j'ai résolue, comme vous le voyez bien, c'est f de ici, ok, égale à ici que j'ai résolu. C'est l'équation f de ici, c'est f de ici. C'est pour ça que j'ai trouvé d'ailleurs l'expression analytique de f. Parce que sans ça, je ne pouvais pas avoir les points fixes de f. Voilà. Si vous résolvez phi de ici, ici, clairement, c'est les points fixes de phi et non les points fixes de f que vous avez. C'est bon? D'accord. Oui, monsieur, c'est bon. Ok. Donc, parfait. Question suivante. Écrit P comme par exemple des points ABC affectés des coefficients à préciser. Bon, c'est quoi le point P d'abord? Genre, P est un point quelconque, je suppose. Écrit un point P quelconque comme par exemple des points ABC. Donc, vous voyez P ici comme un point quelconque. Un point P de coordonnées Y, quoi. Mais bon, c'est pas précisé. Non, c'est pas précis. Non, il faut préciser normalement. Donc, bon, quand même, allons-y. Monsieur, Oui, monsieur, le point P là, c'est le point invariant. c'est Le le point point P là, invariant. c'est le Ah ouais, c'est le point invariant. Ouais, tu as point raison. invariant. Oui. Effectivement, tu as raison. C'est le point invariant, merci. C'est le point invariant, merci. Tu as absolument raison. C'est le point invariant qui est le point P. Dans ce cas, donc c'est le point qu'on a trouvé tout de suite là. Où il est ce point, ce fameux point. Where are you? Ah, bon, si c'est ça, vous voyez que, bon, ce que je viens de vous montrer, c'est vrai, c'est bien beau. Ça vous permet de voir que ça existe. Ça vous permet de savoir qu'il y a un point fixe. Mais malheureusement, ça ne donne pas le point fixe. La méthode, ça c'est juste une méthode d'existence et d'unicité. Mais malheureusement, il ne donne pas le point fixe. Donc là, bon, quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de faire la méthode que je vous ai montré un peu plus court. Mais bon, c'est quand même bon de connaître ce que je viens de préciser. Trop de viande, dit-on, ne gâte pas la sauce. Donc, ok. On a donc le point P qui est le point fixe. Et donc, on veut l'écrire comme par exemple de A, B et C. Bon, là, c'est un petit jeu. C'est un jeu d'enfant, ça. Pour des experts comme vous, ça, c'est un jeu d'enfant. J'ai un droit. Écrire le point P comme par exemple de A, B, C. Where is A and B and C? 3. Et écrit P comme... voilà, parfait. Par exemple. Parfait. Donc, on introduit... On veut écrire P comme par exemple de A, B, C. Donc, on introduit genre, le point P partout. On introduit le point P partout. Le point P partout. Mais bon, pour des experts, on écrit 2 sur 6. Ou pour des experts, comme vous êtes des experts, je vais vous montrer la méthode des experts. Un tiers, c'est 2 sur 6. Un demi, c'est 3 sur 6. Assez. Une fois que j'ai ça, je vois que ça, c'est... En fait, 6, c'est la somme des coefficients 2, 3 et 1. Voilà. 6, c'est la somme des coefficients 2, 3 et 1. C'est ça qui fait 6. Et clairement, je vois maintenant P comme barycentre, en fait. Voilà. Donc, avec ça, ça veut dire que P est barycentre. Pour ceux qui connaissent les formules correctement, ils peuvent dire que P est barycentre de quel point? Donc, le 2 correspond à B. 2B. Donc, on met B affecté de 2. Le 3 correspond à C. Donc, on met C3. Et le dernier coefficient, c'est 1. C'est le 1 qui est ici. Ça correspond donc à A. Voilà. Donc, avec ça, je vois le barycentre rapidement. Bon, c'est vrai. Bon, ce que j'ai fait, c'est savant. Maintenant, si vous ne cautionnez pas ma méthode, si ça vous paraît trop bizarre, trop incompréhensible, c'est pas grave. Vous introduisez le point P ici. Vous introduisez le point P. Vous introduisez ici aussi le point P par la relation de Charles pour avoir un tiers de AP plus PB plus un demi de AP plus PC. Vous décomposez, vous développez, vous faites ce qu'il faut faire pour avoir P comme barycentre. Donc c'est tout. Mais vous aurez quand même le même résultat. Bon, faisons-le comme j'ai commencé pour mieux terminer. Donc ça fait AP égale 1 tiers plus demi. S'il y a un tiers de AP, après il y a demi de AP, il vaut mieux faire la somme en somme. Maintenant, 1 tiers et demi, ça fait 5 sixièmes. 2 plus 3, ça fait du 5 sur 6 AP. Donc j'ai 5 sur 6 AP. Après, j'ai un tiers de PB.
un tiers de PB. Et maintenant, un demi de PC, quoi. J'amène le AP de l'autre côté. J'amène AP ici. Ça devient PA. Ça fait 5 sur 6. Ça fait, si j'amène, ça fait le vecteur nul. AP de l'autre côté devient PA. Donc, ou bien ça devient moins AP. Ça fait moins AP. Donc, j'aurai, si j'amène le vecteur nul, donc j'aurai 5 sur 6 moins 1 fois AP. Donc, plus un tiers de PB. Plus un demi de PC. Et donc, 5 moins 6, ça fait combien? 5 moins 6, ça fait moins 1 sur 6. Donc, moins 1 sur 6 AP, plus un tiers de PB, plus demi de PC, qui donne le vecteur nul. Voilà. Je multiplie par 6 pour homogénéiser. Je multiplie par 6. Je multiplie tout par 6. Donc, j'ai le vecteur nul. Bon, ici, moins AP, c'est PA. Hein. Ça fait PA plus 2 PB plus 3 PC, qui est le vecteur nul. Donc, on voit bien que P est le barycentre de A, affecté du coefficient 1, de B, affecté du coefficient 2, et de C, affecté du coefficient 3. C'est ce que j'ai écrit. Bon, vous voyez que clairement, ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà, c'est ça. Des questions par rapport à ça? Quelques secondes. Vous posez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Monsieur, on peut encore voir la relation. Oui, vous dites, hein? Vous dites? Est-ce qu'on peut encore revoir la relation de AP du début? La relation de AP du début. Ça? Oui, monsieur, vous l'avez obtenu où? On l'avait obtenu depuis la question précédente. Quand j'ai cherché le point variant P, on avait résolu l'équation de P égale à P. C'est ça qui a donné le X et le Ah, oui, 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 oui. Oui, on avait AP. C'est bon? oui, 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 monsieur, c'est bon. Oui. Ok, donc on passe à la question suivante. 4. On considère la suite Mn, on considère la suite Mn définie par ce que vous voyez là. Voilà. Une suite de points. Le premier point c'est A, le second point c'est B, le troisième point c'est C. Et le N plus troisième point, le M, c'est pas N plus 3, c'est N plus 2. Peut-être vous avez mal copié. Parce que moi, je vois que ça doit être du N plus 2. Bien. Donc, Mn plus 2, c'est écrit comme par exemple de Mn plus 1. Parce que si c'est Nn plus 1, alors celui-là, c'est N plus 2. À moins qu'on écrive ici, voilà, je vois, en fait, l'idée, c'est que c'est ici, peut-être, qui est mal copié, peut-être. Seulement que le N plus 3e point s'obtient à partir du N plus 1e, du Nème, du N plus 1e et du N plus 2e. Est-ce que vous êtes sûr de ce qui est copié ici? D'abord, ici, c'est Mn plus 3, je suppose. C'est Mn plus 3. Bien. Dans ce cas, Oui, c'est Mn plus 3. donc certainement, Un instant, je vérifie. donc ici, c'est forcément Mn plus 2. Ouais. Genre, en gros, ça veut dire que le troisième point s'obtient à partir des précédents, en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Mn plus 3 s'exprime en fonction de Mn. Mn plus 3 égale à barycentre de Mn1, Mn plus 1, Mn plus 2, 1. Voilà, donc ici, c'est plus 2, quoi. Ici, c'est 2. C'est ça, en fait. Oui, là-bas, c'est 2 là-bas, monsieur. Voilà. Donc, montrer que pour tout entier, Mn est un point intérieur triangle ABC. Donc, on veut montrer que Mn est toujours à l'intérieur du triangle ABC. Donc, la question est comment est-ce que, à partir d'un barycentre, vous savez que vous êtes à l'intérieur du triangle ABC. Voilà, donc c'est ça. Vous devez savoir exprimer, à partir d'une relation barycentre, comment serait-on convaincu qu'on est à l'intérieur d'un triangle, en fait. Donc, quand j'ai un barycentre, quand j'ai barycentre de A. Donc, on va essayer de le voir graphiquement d'abord. Donc, si j'ai un triangle, voilà, comment est-ce que je suis sûr que je suis à l'intérieur du triangle. Donc, quand j'ai un truc comme ça, je vous montre ça. Donc, si vous avez par exemple A, B, C et que vous avez un point
voilà, un point N par exemple, de coordonnées XY, donc qui s'exprime comme XAB plus YAC, donc un point comme ça, je fais la décomposition, faite parallèlement, donc je trace encore une parallèle comme ça par exemple. Bon bref, je veux dire que bon, l'abscisse c'est X, la donnée c'est Y. Comment je suis sûr que le point N de coordonnées Y dans la base ABAC en fait se trouve à l'intérieur du triangle ABC. Okay? Donc pour le savoir, je vais dire que pour être à l'intérieur du triangle ABC, il faut avoir une abscisse positive, très clairement. Il faut avoir une abscisse positive, au sens où on est dans ce côté. Un ordonnée positive. Okay? Ça, c'est l'axe des abscisses, c'est son orientation, ça. Okay? L'orientation de l'axe, c'est ça. Donc, si je veux être dans la partie à l'intérieur du triangle ABC, il faut clairement que le X soit supérieur à 0, l'abscisse. Sinon, le point N sera de l'autre côté. Il faut clairement que l'ordonnée soit aussi supérieure à 0. Okay? Donc, en gros, dire que l'abscisse est positive, ça veut dire qu'on est à côté de AC. Voilà. Ça veut dire qu'on est à droite de AC. Voilà. Quand je dis X positif, quand je mets X positif, vous comprenez clairement que je suis à droite de AC. Droite de AC. Voilà. Ça, je suis à droite de AC. Si je dis Y positif, c'est clairement que je suis en haut de AB. En haut de AB. En haut de AB. La droite AB. Okay? Mais c'est pas tout. Parce que je peux toujours être ici. Donc en gros, il faut être aussi sous. Il faut être sous BC. Donc à quoi correspond l'équation être sous la droite BC? Ça veut dire quoi? Être sous la droite BC. Je vais l'exprimer, vous allez voir. Donc être sous la droite BC, il faut trouver l'équation de la droite BC par exemple. Vous pouvez chercher à trouver son équation. Okay? Donc c'est une droite qui passe par les points B et C. B, ses coordonnées c'est abscisse 1, ordonnée 0. C, abscisse 0, ordonnée 1. Puis celui-là sur la des ordonnées, celui-là sur la des abscisses. Donc la droite BC, son équation, c'est Y égale. Donc, je pense pour x égale à 0, y égale à 1. Et pour x égale à 1, y égale à 0. Donc, vous mettez ax plus b en quelque sorte, quoi, et vous résolvez l'équation correspondante. Pour x égale à 1, vous voyez clairement pour x égale à 0, y égale à 1. Pour x égale à 0, y égale à 1. Donc, parce qu'il passe par le point 0, 1. Donc, ça veut dire que si on place y par 1 et x par 0, vous avez l'équation. Donc, vous avez b égale à 1, quoi. Clairement, vous avez b égale à 1. Et pour trouver le a, je fais quoi? Pour x égale à 1, y égale à 0. Donc pour x égale à 1, y égale à 0. Ça veut dire que si je place y par 0 ici, et x par 1, je fais a fois 1 plus b. Et donc a égale à, j'ai a plus b égale à 0, donc b égale à moins a. Donc b égale à moins 1. Je veux donc dire que l'équation de la droite BC, c'est, comme j'ai dit, y égale à x plus b. Donc c'est a moins x plus b. B c'est 1. Et on peut le vérifier, hein. Il passe à les points que j'ai donnés. Pour x égale à 1, y égale à 0. Et pour x égale à 0, y égale à 1. Donc c'est ça. Maintenant, si on dit qu'on est en dessous de cette droite, être sous BC, ça correspond à être sous la droite BC. Ça correspond à y plus petit que moins x plus 1. Y inférieur. Y supérieur, c'est ça qui est au-delà. Ça veut dire être sous BC veut dire que y est inférieur à moins x plus 1. Ça veut donc dire que les équations pour être dans le triangle ABC, c'est on a trouvé x positif, y positif et y inférieur à moins x plus 1. Je vais remettre tout ça ensemble. Il faut que y soit positif. En gros, il faut que y soit positif. Il faut que y soit positif. Il faut que y inférieur à moins x plus 1, ça fait y plus x inférieur à 1. Donc, ça veut dire que y plus x inférieur à 1. Donc, en gros, c'est les conditions pour être à l'intérieur. Conditions sur n de coordonnées x, y pour que n soit intérieur à ABC, au triangle ABC. Et ça, n'oublions pas que n, en fait, ça s'écrit comme AN égale, ça s'écrit en fonction de ABAC. Donc, comme x fois AB, puisque x c'est l'abscisse, et y c'est l'ordonnée, donc plus y fois AC. Donc, en termes de relation barycentrique, ça veut dire quoi? En termes de relation barycentrique, je vais écrire ça comme sous forme de barycentre. Donc, bon, je vais utiliser le jeu que je fais habituellement. Ici, je mets AB. Ici, je mets AC. Je vais mettre des coefficients qui précèdent. Je mets X. Je mets Y. Je vais mettre la somme des coefficients X plus Y. X plus Y. Mais le truc est que il faut avoir 1 en bas.
En fait, c'est I sur 1, Y sur 1, quoi. C'est X sur 1, Y sur 1. Okay, donc, mon astuce, en fait, pour pouvoir écrire ça comme barycentre, c'est que je mets volontairement en bas, comme je veux avoir 1, ok. D'abord, je mets les deux coefficients qui sont en bas, je mets leur somme, en fait. Je mets X plus Y et X plus Y. Mais la chose est qu'il faut plutôt avoir 1, pas X plus Y. C'est pour ça qu'il faut faire 1 moins X moins Y. Comme ça, je suis sûr que j'obtiens 1 effectivement. Parce que quand vous calculez bien ça, vous obtenez X plus Y plus 1 moins X moins Y. Les X ça part, les Y ça part, il reste 1. Donc le calcul est correct. Je veux dire qu'avec ça, la relation barycentrique, c'est N barycentre de quoi? N barycentre de. Voilà, donc pour B c'est X. Donc vous mettez BX. Pour C, c'est Y. Donc vous mettez CY. Et pour A, c'est le dernier point en fait, c'est le dernier coefficient qui est ici. C'est 1 moins X moins Y. Donc ça veut dire que donc, si on a un barycentre comme ça, il faut que, donc si j'ai une relation barycentre comme ça, il faut que, pour que N soit intérieur, il faut que X soit positif. Il faut que Y soit positif. Maintenant, j'ai dit que X plus Y est inférieur à 1. Je l'ai dit un peu plus haut. J'ai dit que, mais vous voyez que cette relation équivaut en fait à dire que si X plus Y est inférieur à 1, alors quand je fais 1 moins X plus Y, voilà, ça doit être positif. Donc, autrement dit, quand je fais 1 moins X moins Y, ça doit être positif. Le coefficient 1 moins X moins Y est un coefficient positif. Donc, il faut aussi que ce coefficient soit en fait comment? Soit positif. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est que ça, c'est les conditions pour être à l'intérieur. Donc, il faut simplement, pour qu'un point soit à l'intérieur, pour que N soit à l'intérieur de ABC. Ce que je vais vous faire comprendre, voilà, il suffit que, je dis qu'il faut et il suffit que les coefficients de N dans le système ABC soient positifs, quoi. En termes de barycentre. Donc, vous retenez ça. Okay? Ça, c'est juste pour vous en convaincre. Et vous retenez que dorénavant, si vous voulez qu'un point soit à l'intérieur, il suffit que les coefficients, en fait, de ce point, voilà, soient positifs, en fait. Pour être à l'intérieur du triangle ABC, il suffit que les coefficients barycentriques, en fait, soient positifs. Donc, quand l'énoncé pose la question, c'est ça que je vais utiliser pour faire la preuve. Donc, quand l'énoncé pose la question, montrer que Mn est toujours à l'intérieur du triangle ABC, je vais juste vérifier si les coefficients du barycentre sont positifs, en fait. C'est juste ça qui est important ici. C'est la positivité des coefficients qui est important. La positivité des coefficients. Voilà. Donc, pour faire ce genre de raisonnement, on le fait par récurrence, par exemple. Si vous le faites sur tous les n. Donc, ok, dorénavant, c'est la positivité des coefficients qui est important. Hein, ok. Donc, vous retenez simplement que si vous avez un point M qui est écrit comme un barycentre, par exemple, de A affecté de alpha, de B affecté de bêta, de C affecté de gamma, de B affecté de bêta, de C affecté de gamma, ok. Et si en plus de cela, alpha est positif, bon, je sais pas trop. Si en plus de cela, on dit que M est à l'intérieur, voilà, M est à l'intérieur de ABC, du triangle ABC, à l'intérieur de ABC. Vous retenez que ça signifie simplement que, voilà, tous les coefficients alpha, bêta et gamma sont positifs. C'est ça qui va nous aider à faire la démonstration. Donc, revenons-en maintenant à notre exercice où on donne ceci. Okay. D'abord, on va commencer, comme c'est un raisonnement par récurrence. Okay. Bon, je vais faire le raisonnement par récurrence. Okay. Je vais le faire par récurrence. Donc, raisonnement par récurrence. Donc, vous avez Mn plus 3 en fait, qui est barycentre ici, du système quoi? Je mets le système qu'on a. Donc, Mn plus 3, c'est le barycentre du système. Mn affecté du coefficient 1. Mn plus 1 affecté du coefficient 1. Et Mn plus 2 affecté du coefficient 1. Vous voyez que pour avoir le troisième point, on se sert des 3 points précédents. Bon, c'est le quatrième point même. Pour avoir le quatrième point, on se sert des 3 points précédents. Et donc, pour faire ce genre de raisonnement par récurrence, il y a plusieurs types de raisonnements par récurrence. Il y a les raisonnements par récurrence d'ordre 1. Il y a plusieurs types de raisonnements par récurrence. Le raisonnement par récurrence que vous faites habituellement, c'est celui-là où
Voilà. Vous supposez que la propriété est vraie au rang 0. Vous montrez que la propriété est vraie au rang 0. Vous supposez qu'elle est vraie au rang n pour montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1 et vous concluez qu'elle est vraie à tous les rangs. Maintenant, il y a plusieurs sortes de raisonnement par récurrence en fait. Ça, c'est un exemple de raisonnement par récurrence. Ici, le raisonnement par récurrence que je vais faire, la récurrence, l'initialisation ne se fera pas seulement au rang 0. Je vais faire mon initialisation à 3 rangs. Voilà, je vais faire mon initialisation à 3 rangs. Ok. Bon, il a dit quel que soit n comme supérieur. D'abord, je vais voir quel que soit n supérieur à quoi il a dit. On va vérifier ça d'abord. C'est quel que soit. On va vérifier ça. Il a dit montrer que dans l'intérieur triangle. Pour tout n. Pour tout n élément de grand n. Ok. Ok, c'est pas grave. On y va. Donc, ici déjà. Donc, ici, la récurrence qu'on va faire. L'initialisation, je vais le faire pour M0. D'abord, l'énoncé a dit que M0 c'est A. L'énoncé a dit que M1 c'est B. L'énoncé a dit que M2 c'est C. Je vais faire l'initialisation pour ces 3 points là en même temps. Donc, vous voyez, ABC. Bon, ABC c'est les points du triangle. Donc, je vais dire qu'ils sont intérieurs. Ok. Bon, ici, pour moi, intérieur, être sur le triangle, pour moi, c'est être intérieur. Ok. Donc, on utilise donc M0 c'est A, M1 c'est B, M2 c'est C. Ça, c'est l'énoncé qu'il a dit. Donc, on va dire que, voilà, les points voilà, M0, M1, M2 sont intérieurs au sens large, qui sont intérieurs au triangle ABC. Donc, ici, pour moi, être sur le triangle, c'est être aussi à l'intérieur. Ok. Sont intérieurs au triangle ABC. Donc, vous voyez, l'initialisation, il est fait pour 3 valeurs initiales qui se suivent. Voilà. Donc, maintenant, pour la partie qu'on appelle l'hérédité du raisonnement par récurrence, l'hérédité du raisonnement par récurrence, c'est on suppose que les points Mn, Mn plus 1, Mn plus 2 sont déjà à l'intérieur. Okay. Hérédité, donc on suppose que pour un n, pour un entier n quelconque, hein, donc pour un entier n, Mn, donc là, votre initialisation, ça sera 3, plutôt votre supposition, ça sera 3 choses. Vous allez supposer que Mn plus 1 et Mn plus 2 sont comment intérieurs au triangle ABC. Vous voyez déjà la différence avec le raisonnement par récurrence que vous faites habituellement. Habituellement, vous allez juste faire pour M0 et vous allez supposer que Mn est à l'intérieur. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire le raisonnement. Ça va vous chauffer incroyablement. Okay. Ici, la récurrence que je fais, c'est pas la même chose. C'est un peu modifié. C'est une récurrence modifiée. Okay. Mais qui est tout aussi valide. Hein. Donc, okay. Si la propriété est au rang 0, au rang 1 et au rang 2, par exemple. Ok. Et si en plus, voilà, là, ça c'est la partie initialisation, c'est que vous faites initialisation. Après, votre hypothèse de récurrence doit être faite au rang n plus 1 et au rang n plus 2. Avec ça, vous allez démontrer que ça implique voilà, la propriété au rang n plus 3 et vous allez conclure. C'est ça en fait le raisonnement par récurrence que je vais faire tout de suite. Donc, moi, je suppose que les points Mn plus 1, Mn plus 2 sont intérieurs. Et je vais montrer que, voilà, montrons que, il faut montrer que c'est vrai aussi pour Mn plus 3. Mn plus 3 aussi est à l'intérieur. Aussi est à l'intérieur du triangle ABC. Mais la chose est que, on connaît l'écriture de Mn plus 3. D'ailleurs, c'est ça qui inspire le raisonnement. Or, Mn plus 3, on sait que Mn plus 3, ça c'est comme barycentre de quoi? C'est comme barycentre de Mn affecté de 1, de Mn plus 1 affecté de 1 et aussi de Mn plus 2 affecté de 1. Et comme ces coefficients sont positifs, genre 1 c'est positif, 1 c'est positif, 1. Genre ces coefficients sont positifs. Ok, je l'ai dit, quand les coefficients sont positifs, alors vous pouvez dire que le point est à l'intérieur. D'ailleurs, même ça, c'est le centre de gravité. Vous pouvez remarquer même que Mn plus 3 est même le centre de gravité. Est le centre de gravité. On peut même le remarquer. De gravité de quel triangle? De Mn, Mn plus 1, Mn plus 2. Parce que c'est le même coefficient. Et donc, vous savez que le centre de gravité est toujours à l'intérieur. Quelqu'un ne peut remarquer en disant simplement que les coefficients sont positifs.
Les coefficients du bas sont possibles. Donc, voilà, il est à l'intérieur. Donc, Mn plus 3 est à l'intérieur. Donc, Mn plus 3 est à l'intérieur du triangle. Est à l'intérieur voilà, du triangle quoi? Du triangle formé par les points quoi? Mn, Mn plus 1 et quoi? Mn plus 2. Or, d'après notre hypothèse, j'ai déjà supposé en fait que les points Mn plus 1, Mn plus 2 sont déjà à l'intérieur du triangle ABC. Oui. Donc ces points, donc Mn, or, je vais le dire, Mn, Mn plus 1 et Mn plus 2 même sont intérieurs. En fait, au triangle quoi, sont intérieurs. Voilà, à ABC. En fait, le raisonnement à ABC, c'est comme si le raisonnement que je suis en train de faire, c'est quoi? J'explique un peu le raisonnement. Mn plus 3, ok? Il appartient, je vais l'appeler, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, l'ensemble des points qui sont à l'intérieur. Ok? Je vais mettre INT. Hein. Il est à l'intérieur de, notons ça INT, du triangle. C'est juste une notation. Hein. Mn plus 1, Mn plus 2. C'est pour dire qu'il est à l'intérieur du triangle. Maintenant, ce triangle à son tour, genre chaque point Mn est aussi à l'intérieur. On sait que Mn aussi à l'intérieur de quel triangle? De ABC. C'est valable pour Mn plus 1 aussi. C'est valable aussi pour Mn plus 2. Ça, on le sait aussi. Parce que c'est mon hypothèse de récurrence. On sait déjà qu'ils sont à l'intérieur de ABC. Donc, finalement, vous voyez que le point Mn plus 3 aussi sera à l'intérieur d'ABC. Donc, c'est comme vous avez le triangle ABC comme ça. Et puis, vous savez que Mn plus 1 et Mn plus 2 sont à l'intérieur. Maintenant, vous savez que Mn plus 3 lui-même, il est encore à l'intérieur du triangle vert. Mn plus 3 lui-même. Donc, il est aussi à l'intérieur de ABC. Donc, on peut conclure que Mn plus 3 aussi à l'intérieur de ABC. Donc, Mn plus 3 est à l'intérieur du triangle quoi? ABC. Et pour moi, on peut conclure. S'il est à l'intérieur du triangle ABC, c'est fini. C'est ça, ma démonstration. C'est ce que je voulais montrer. Okay? Donc, je schématise. La chose est que vous devez, l'initialisation, vous le faites au rang 0, 1 et 2. Voilà. Vous démontrez que la propriété est vraie au rang 0, au rang 1 et au rang 2. L'hypothèse, vous supposez que pour un entier n quelconque, la propriété est vraie au rang n, n plus 1, n plus 2. Et dans ce cas, vous montrez qu'elle est vraie au rang n plus 3. C'est ce que j'ai fait. J'ai montré qu'elle est vraie au rang n plus 3, à savoir que n plus 3 est à l'intérieur du triangle ABC. Conclusion, je peux conclure maintenant que pour tout n, quel que soit n élément de grand n, Mn est à l'intérieur. Est à l'intérieur du triangle quoi? ABC. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette démonstration déjà? Monsieur, je n'ai pas bien compris la, l'initialisation. J'ai encore le développement avant la conclusion, en fait. Vous n'avez pas compris l'initialisation, c'est ça? L'initialisation, c'est ce que vous dites? Oui, monsieur. Ok. L'initialisation, l'énoncé même a donné M0 égale à A, M1 égale à B, M2 égale à C. Et je dis que ces points sont à l'intérieur du triangle ABC. ABC sont à l'intérieur de ABC. Tu es d'accord? Non, Jean, désolé, la récurrence. Oui, je suis d'accord qu'ils appartiennent déjà à ABC. Oui, la récurrence. Oui, c'est la Oui, récurrence que monsieur. tu n'as pas compris. Oui, monsieur. Ok. Donc pour la récurrence, d'abord, la supposition, c'est quoi? C'est que les points Mn plus 1, Mn plus 2 sont intérieurs à ABC. Est-ce que tu es d'accord avec l'hypothèse d'abord en elle-même? On suppose que ces trois points sont à l'intérieur de ABC. Est-ce que tu comprends l'hypothèse elle-même? Oui, je comprends l'hypothèse. Ok, donc l'objectif c'est de montrer que Mn plus 3 appartient à ABC. D'ici là, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon jusque-là. Ok. Maintenant, la chose est que Mn plus 3, on sait qu'il s'écrit comme barycentre, n'est-ce pas? De Mn plus 1, Mn plus 2, comme ça. Tu vois même que c'est le centre de gravité. Oui, c'est le centre de gravité. Oui, Et monsieur. donc, le centre de gravité est toujours à l'intérieur du triangle, ou bien? Le centre de Oui, gravité c'est est toujours un triangle. donc, Mn plus 3 est à l'intérieur du triangle. Donc, si Mn plus 3 est à l'intérieur du triangle, Mn plus 1 aussi. Mais d'après notre hypothèse, on avait déjà supposé que les points Mn plus 1 et Mn plus 3 sont déjà à l'intérieur de ABC. Tu es d'accord avec ça? Oui, monsieur.
Ok, donc Oui. finalement, le point Mn plus 3 est encore à l'intérieur de ce triangle. En gros, le point Mn plus 3 est à l'intérieur d'un triangle qui lui-même est à l'intérieur du triangle ABC. Est dans un triangle. Mn plus 3, il est dans le triangle Mn, Oh, mais c'est complexe. qui lui-même est dans ABC. Est-ce que tu vois? Ah, je vois, monsieur. C'est pour ça qu'il est dans ABC. Et donc, on peut conclure. C'est bon? Ok, merci, monsieur, je comprends. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Montrer que pour tout entier n, Mn plus 1, ça fait f de Mn. Montrer que Mn plus 1, on déduit que Mn converge vers P. Ouais. En gros, on va exprimer Mn plus 1 en fonction de Mn. On demande d'exprimer Mn plus 1 en fonction de Mn. Puisque c'est ce qu'on demande de démontrer ici. Voilà. Montrer que pour tout entier naturel n, Mn plus 1, ça fait f de Mn. En gros, on va exprimer Mn plus 1 en fonction de Mn. Mn plus 3, ce qu'on savait comme relation, c'est ça. Je vais écrire ça. Je vais montrer Mn plus 1 f de Mn. On va... C'est ça. Bon, mais avec ça, est-ce que vous pouvez exprimer Mn plus 1 en fonction de Mn directement? Ce que je vais... On va le faire aussi par récurrence. Ce raisonnement aussi, vous ne pouvez pas le voir forcément de façon directe. Donc, vous le faites par récurrence. Donc, ici, ce qu'on veut démontrer, c'est que pour tout entier naturel n, okay, Mn plus 1 s'appelle f de Mn. Donc, ici, une récurrence d'ordre 1 est suffisant parce qu'on veut passer de n à n plus 1. On n'a pas besoin de faire un raisonnement par récurrence d'ordre 3, d'ordre 1. On fait un raisonnement par récurrence simple. Donc, vous commencez par le cas n égale à 0, qui est l'initialisation. Voilà. Donc, dans ce cas, le point Mn plus 1, c'est le point M1. Le point M1, l'énoncé a dit que c'est B. Le point M0, c'est A. Le point M0, c'est A. Maintenant, vous savez que f de A, c'est B. L'énoncé a dit que f de A, c'est B. F de A égale à B, f de B égale à C, ainsi de suite. Donc, comme f de A est égal à B, bon, là, vous comprenez. Si f de A, c'est B. Donc, si f de A égale à B, vous concluez. Mais avec ça, avec cette façon de faire, le petit souci, c'est comment vous allez faire le passage de Mn plus 2, Mn plus 1. Bon, en tout cas, allons-y pour le moment. Donc, ici, f de A est égal à B. Donc, ça marche. Si f de A égale à B, d'après l'énoncé, ça c'est l'énoncé qu'il a dit. Ça c'est d'après l'énoncé. Donc, vous pouvez écrire que f de M0, puisque A c'est M0, M1 c'est B, donc f de M0 c'est M1 en fait. Vous pouvez écrire que f de M0 égale à M1, donc ça marche bien. Donc, la probabilité est vraie au rang 0. Donc, la probabilité est vraie au rang 0. Maintenant, il faut vérifier si c'est vrai. Si, vous devez supposer qu'elle est vraie au rang n et montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, supposons que pour un n, supposons que pour un n dans l'antenne, vous avez Mn plus 1 qui fait f de Mn. Vous devez montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Et montrons que elle est vraie pour au rang suivant, c'est-à-dire Mn plus 2. Si on place n par n plus 1, vous devez montrer que Mn plus 2, ça fait f de Mn plus 1. La question est comment est-ce que Mn plus 2 s'exprime en fonction de Mn plus 1. Voilà. C'est ça le petit souci. Moi, j'aurais préféré exprimer Mn plus 3 par exemple. Voilà. Parce que j'ai une formule pour Mn plus 3. Mais avoir une formule pour Mn plus 2, bah, c'est pas évident. Donc, je vais modifier la récurrence. Je vais pas faire, ça montre en fait que si vous voulez avoir n plus 2 à partir de n plus 1, c'est un peu chaud. Parce que vous ne l'avez pas dans l'énoncé. Ce que vous avez dans l'énoncé, c'est n plus 3. Si c'est n plus 3 que j'ai dans l'énoncé, alors je vais faire un raisonnement par récurrence comme on l'avait fait initialement là. Genre, l'initialisation, on ne va pas le faire seulement pour n égale à 0. On va le faire pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2. Voilà. Genre, je vais faire exactement le même type de raisonnement par récurrence. Parce que vous voyez clairement que vous n'avez pas de relation directe entre n plus 2 et n plus 1. Donc, si vous voulez montrer que mn plus 2 égale à f de mn plus 1, vous aurez du mal. C'est pour ça qu'il faut modifier la récurrence. Je ne vais pas faire la récurrence comme ça.
Donc, mon initialisation, je ne vais pas le faire seulement pour n égale à 0. Je vais aussi le faire pour n égale à 1. Ça, c'est l'initialisation à n égale à 0. Je vais le faire maintenant pour n égale à 1. Okay. Donc, pour n égale à 1, bon, le point mn plus 1, le point mn plus 1, en fait, pour vérifier ça, ça plus facilement, je vais écrire les relations directement, okay, pour simplifier la rédaction là. Vous savez, l'énoncé a dit que, l'énoncé a donné 3 points, A, B, C. L'énoncé a dit, par rapport à ces points, que f de A est égal à B. L'énoncé a dit que f de B est égal à C. L'énoncé a dit que f de C est égal à G. Et dans l'énoncé est venu, il a pris M0 égale à A. Il a pris M1 égale à B. Il a pris M2 égale à C, si je ne me trompe pas. Donc, on voit clairement qu'avec ces notations, comme f de A égale à B, ça veut dire que f de M0, c'est égal à M1. Tout le monde voit ça. F de M0, c'est M1. Tout le monde voit que f de M1 plus f de B, c'est C. F de M1, c'est M2. Bon, maintenant, f de M2, est-ce que l'énoncé a défini M3? Oui. Puisque l'énoncé a dit que G, c'est le barycentre. G, c'est le barycentre de quoi? C'est le centre de gravité, quoi. Donc, c'est le barycentre de ABC. OK? Et ça, c'est M3. Le barycentre de ABC, c'est M3. Pourquoi je dis que c'est M3? Parce que c'est le barycentre de quoi? Vous voyez bien, c'est le barycentre. A, c'est ça que l'énoncé a appelé M0. C'est le premier point. B, c'est le second. C'est M1. Ça, c'est C, c'est M2. L'énoncé a dit que quand on fait le barycentre de 3 points comme ça, on trouve le quatrième point. C'est ça que l'énoncé a donné, hein, le barycentre de 3 points consécutifs, comme ça, je vous montre ça ici. Quand on prend n plus 1, n plus 2, on trouve n plus 3. Voyez? Donc, le barycentre de ces 3 points, en fait, le barycentre des points genre M0, M1, M2, ça va donner M3, quoi. Voyez? Donc, vous voyez que f de M2, donc ça, c'est f de C. Et on peut aussi dire que C, c'est M2. Hein. F de M2, vous voyez que, puisque f de C, c'est M3, genre f de C. F de C, c'est M3, quoi. Or, C, c'est M2, donc f de M2, c'est M3. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez donc que f renvoie M0 sur M1, M1 sur M2 et M2 sur M3. Voilà. Donc, je viens de montrer que f de Mn, en fait, est égal à Mn plus 1, en fait. Je viens de lire ça avec n égale. Voilà. N, c'est vrai pour n égale à 0, parce que M0, c'est M1. C'est vrai aussi pour n égale à 1, parce que M1 donne M2. C'est vrai aussi pour n égale à 2, parce que M2, c'est M3. En gros, je viens de vérifier l'initialisation sur, voilà, initialisation sur 3 cas. 3 cas consécutifs, 0, 1 et 2. Ce qui fait que l'hypothèse, votre supposition peut le faire sur 3 cas aussi. Quand on fait l'initialisation sur 3 cas, votre hypothèse aussi peut se faire sur 3 cas qui se suivent. Donc, ça veut dire que pour un n, ça c'est l'hérédité. Pour un n, on suppose que, voilà, donc je vais vérifier ça pour 3 cas. Donc, que f de n, mn, ça va donner n plus 1. Que f de n plus 1, ça va donner quoi? N plus 2. Et ensuite, pour finir, f de n plus 2, voilà, et f de n plus 2. Et finalement, que f de n plus 1. Pour le n plus 2, ça va donner n plus 3. Ce que vous devez montrer, c'est que on peut passer de... Je vais faire pour 3 cas. Hein. Le premier cas de n à n plus 1. Le deuxième cas de n plus 1 à n plus 2. Le troisième cas de n plus 2 à n plus 3. Et je dois montrer que... Montrons que... Voilà. F de mn plus 3, ça va faire mn plus 4. C'est ça que moi je vais chercher à démontrer. C'est ça mon objectif en fait. C'est ça l'objectif. C'est de montrer ça. Que f de mn plus 3, c'est mn plus 4. Or, ce qu'on sait pour mn plus 3, c'est que mn plus 3, par définition, c'est le barycentre en fait. Des points m, il y a quel point là? Il y a n, il y a ensuite n plus 1, avec 1 là-bas, et ensuite n plus 2, avec un 1 aussi là-bas. Maintenant, ça veut dire que quand vous appliquez f, quand vous avez ça, sachez que les applications affines conservent le barycentre. Les applications affines conservent le barycentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux appliquer un f comme ça et ne rien changer. Et ne pas changer les coefficients. Je peux appliquer f partout. Voilà. Parce que les applications affines, f conserve le barycentre. F conserve. Vous pouvez appliquer f partout sans souci et laisser les mêmes coefficients. On dit que les applications affines conservent en fait le barycentre. Comme les applications affines conservent le barycentre, vous pouvez écrire ça. Maintenant, par hypothèse, j'ai déjà
Mon hypothèse, c'est que n, son image, c'est n plus 1. N plus 1, son image, c'est n plus 2. N plus 2, son image, c'est n plus 3. Ça, c'est mon hypothèse. Ça veut dire que j'ai le droit donc de remplacer f de mn par mn plus 1. Celui-là par mn plus 2. Et l'autre par quoi? Mn plus 3. Voilà. Car je sais que f transforme quoi? F transforme quoi? Mn en Mn plus 1. Il transforme Mn plus 1 en Mn plus 2. Et il transforme Mn plus 2. Ça, c'est mon hypothèse. En Mn plus 3. Ça, c'est mon hypothèse. Donc, je peux l'utiliser. Donc, f de Mn plus 3, c'est ça. Mais ce point par définition, c'est le point Mn plus 4. Si vous voyez la définition des points Mn, ça par définition, c'est le point Mn plus 4. Parce que comment est défini le point Mn en général? Je remonte un peu plus haut pour qu'on le voit. Ça, c'est la définition de Mn en général. C'est comme ça que les points sont définis. En fait, ça veut dire que le troisième point, mais le quatrième point, c'est le barème des trois précédents. C'est ça, le quatrième point est le barème. Ceci est valable quel que soit n. C'est valable quel que soit n. Donc, si vous trouvez Mn plus 4... Monsieur, ça veut dire que, oui, mais ça veut dire que f de mn plus 3 sera égal à mn plus 4. oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ah, ok. Donc, ça veut dire que vous aurez Mn plus 4 ici. Donc, c'est ce que je veux démontrer justement. C'est de montrer que f de Mn plus 3, c'est Mn plus 4. C'est ça que je veux démontrer. Voilà, quand je faisais mon... Donc, je disais que j'ai supposé que f renvoie Mn sur Mn plus 1, Mn plus 1 sur Mn plus 2, Mn plus 2 sur Mn plus 3. Et l'objectif, c'était de montrer que f renvoie Mn plus 3 sur Mn plus 4. C'est ça que je viens de démontrer. On peut conclure. En conclusion, ouais, ça marche pour tous les n. Pour tout n, f renvoie un point sur son suivant. F renvoie Mn sur Mn plus 1. Pour faire la preuve, je l'ai vérifié aux trois rangs initiaux. J'ai vérifié ça pour les trois rangs initiaux. J'ai vérifié ça pour 0, pour 1 et pour 2. Après, j'ai supposé que c'est vrai pour n, n plus 1, n plus 2. Et puis, j'ai démontré que c'est vrai pour n plus 3. C'est fini. Je peux conclure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est une hérédité d'ordre 3. Donc, ici, celui qui veut faire l'hérédité normale, bah, il aura chaud. Il aura clairement chaud. Il ne va pas pouvoir le faire. Donc, il faut faire comme je l'ai fait là. Une hérédité d'ordre 3. Ok, si c'est bon, on continue. On déduit, donc la dernière question, que les points Mn convergent vers le point fixe P. C'est-à-dire que la norme de MNP est une suite réelle qui converge vers 0. En gros, ouais. Mn converge vers P. Donc, les points Mn se rapprochent du point P. À partir de là. Donc, tu as f de Mn qui fait Mn plus 1. Là, on déduit que converge vers P. Bon, on va faire la démonstration. Ouais, donc déduisons que Mn tend vers P. Et le prof vous explique clairement. Dire que Mn tend vers P, ça signifie que, c'est-à-dire, et il vous explique c'est quoi Mn tend vers P, c'est-à-dire que le vecteur MNP, en fait, ça tend vers le vecteur nul. Le vecteur MNP, du moins sa norme, ça tend vers le vecteur nul. Ça tend vers le vecteur nul lorsque n tend vers l'infini. Donc, on va raisonner en termes de vecteur, dire que Mn tend vers P. Donc, Mn, pour cela, on calcule f de P simplement. Pour savoir Mn tend vers P, je calcule. En fait, f de P égale à P. On sait que P est le point fixe. P est le point fixe. P est le point fixe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vecteur MNP. Je prends le vecteur MNP, je vais calculer son image. Mais le vecteur PMN, on s'en fout que ce soit PMN ou bien MNP. Bon, si je prends f de MNP par exemple, ça fait, bon, ça c'est f flèche, hein, f flèche, parce que je travaille sur un vecteur, donc ça fait f de Mn et f de P. Mais f de Mn, on a déjà vu tous de suite que c'est Mn plus 1. F de Mn, c'est Mn plus 1. Donc ça, c'est le point Mn plus 1. F de P, c'est P. Bon, f de P, c'est P, donc je mets. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que le vecteur f flèche, c'est phi. Hein? F flèche, c'est phi. C'est phi de Mn, c'est phi qui est la partie linéaire. Phi de MNP, ça fait Mn plus 1P. Donc, vous pouvez définir en fait une sorte de suite, genre une suite vectorielle. Genre, vous pouvez noter Vn, le vecteur, MNP.
Dans ce cas, Vn plus 1, c'est quel vecteur? C'est le vecteur Mn plus 1P. Et d'après ce qui précède, ce qu'on voit, c'est que phi fait quoi? Phi renvoie, ça c'est Vn, phi transforme Vn en Vn plus 1, en fait. Phi transforme Vn en Vn plus 1, c'est ce qu'on vient de voir. Phi renvoie Vn sur Vn plus 1. Bon, c'est un peu bizarre ce que fait phi là. Je vais bien le voir si phi fait bien ça. D'abord, j'ai dit que f de p c'est p. Ça c'est clair, c'est indubitable. Parce que p est le point fixe. Donc d'ici là, nos problèmes. Maintenant ensuite, j'enchaîne que par définition, on sait que f flèche, l'application linéaire, la partie linéaire, en fait, ça renvoie le vecteur MNP. Donc f flèche de MNP, c'est f de M, f de Mn et f de P. Il n'y a pas de problème. Ce que j'appelle f flèche, c'est la partie linéaire, c'est phi. C'est l'application phi. Donc je mets ici MNP. Donc f de Mn, en fait, f renvoie le point Mn sur Mn plus 1. Donc f de Mn, c'est Mn plus 1. F de P, c'est P. Donc j'ai cette égalité. Donc le vecteur V, ce qu'on appelle le vecteur V, bon, pour que vous voyez bien l'écriture, c'est que phi renvoie le vecteur Vn sur le vecteur Vn plus 1. Parce que si c'est Vn qui est MnP, alors Vn plus 1 c'est Mn plus 1P. Donc phi renvoie Vn sur Vn plus 1. Et quand vous avez ça, quand vous avez une application qui fait ça, phi qui transforme Vn en Vn plus 1, ça c'est, je pense, si phi de Vn égale à Vn plus 1, que pourrait-on dire? Voilà. Moi, ici, c'est que je vais montrer que le vecteur tend vers le vecteur nul. Ce que moi j'ai, c'est que phi de Vn, donc j'ai phi de Vn qui fait Vn plus 1. Donc Vn plus 1 donné par. Ouais, ça marche. Ouais, maintenant, l'idée vient. Vn plus 1, c'est phi de Vn. Avec ça, qu'est-ce que vous pouvez raconter? Regardez, c'est ce que j'ai. Vn plus 1, c'est phi de Vn. Mais ça veut dire que si vous avez V1 par exemple, regardez, V1, c'est phi de quoi? V0. Et ça veut dire, ça c'est pour n égale à 0. Ok? Donc vous avez ça. Okay. Donc, je vais dire que pour n allant de 0 à k, par exemple, si j'écris la relation pour n égale à 0, 1, 2, 3, jusqu'à 1k donné, j'ai quoi? D'abord, pour n égale à 0, j'ai phi de v, pour n égale à 0, c'est phi de v1 qui fait quoi? Non, pas phi de v1, ça fait v1 égale. Bon, je peux faire l'écrire en termes de phi ou bien de v. Ça, ce sont que des préférences. Je vais écrire v1. Pour n égale à 0, j'ai v1 égale quoi? Phi de v0. Pour n égale à 2 maintenant, j'ai quoi? Pour n égale à 0, hein, donc après je prends n égale à 1. Donc j'ai V2 égale. Bon, bref, le suivant, c'est l'image du précédent. Vous comprenez la logique. V3, c'est phi de V1. Phi de V2, excusez-moi. Jusqu'à quoi? Vk qui fait phi de quoi? Vk moins 1, le précédent quoi? Vous comprenez donc que. Non, je peux écrire ça. Jusqu'à ça. Je peux écrire ça. Donc en gros, ça veut dire que si je veux dire Vk, que fait Vk selon vous? Vk, pour que vous voyez bien, peut-être je vais l'exprimer sur V2. Genre, par exemple, V2 là, c'est phi de V1. Mais vous savez que V1 lui-même, c'est quoi? En fait, c'est une histoire de suite géométrique en fait. Pour que vous voyez mieux ça, je vais faire la chose en termes de matrice. Parce que écrit comme ça, peut-être il y aura un petit souci. Vous voyez, quand vous avez ça là, vous savez que phi c'est une matrice. Donc en termes de relation matricielle, mon phi c'est une application linéaire. Phi, je rappelle que sa matrice, c'est une application linéaire dont la matrice est notée M avant. Okay? Donc ça, c'est phi, c'est l'application linéaire. Et dont la matrice est M. Ok, dont la matrice est M. Dans ce cas, quand vous avez la relation que je viens d'établir, c'est Vn plus 1 égale à phi de Vn. Donc quand j'ai Vn plus 1 qui fait en fait phi de Vn, je peux venir écrire que, en gros, je peux remplacer phi par sa matrice. Ça veut dire que Vn plus 1 est donné par quoi? La matrice M fois Vn. Et ça, c'est comme une relation de suite géométrique, en fait. C'est là où je voulais en venir. C'est une suite géométrique, en fait. C'est comme la suite Isn plus 1 égale à Q fois Isn. Et on parlait de suite géométrique, là. Et vous arrivez à avoir Isn égale à Q puissance N fois Is0. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Okay? Donc, si vous avez ça, en fait, vous avez une suite géométrique. Ici, c'est la matrice M. Quand même rapidement. Regardez que, par exemple, V2, ça fait M fois V1. Mais V1 à son tour, ça fait quoi? V1 à son tour, ça fait M fois V0. Donc, vous aurez M au carré, quoi, fois V0. Ça rappelle les formules de suite géométrique. Je veux dire qu'en général, okay, comme vous avez une suite géométrique de raison M, okay, vous pouvez écrire que Vn, ça fait M est sous N fois V0, en fait.
Ça fait m épsilon n fois v0. Voilà. Donc, vous allez calculer juste une puissance matricielle. Je rappelle ce que j'ai appelé Vn. Vn, c'était un vecteur. Vn, c'était quel vecteur au juste? C'est le vecteur MNP. OK? MNP. Donc, en gros, ce que vous avez, c'est que le vecteur MNP. Au final, c'est ce que vous avez, c'est que le vecteur. Bon, quand je mets Mn, bon, là, vous confondez les M peuvent se confondre. Hein. C'est les M, mais bon. Là, je vais distinguer ce M là, je vais l'écrire un peu autrement. C'est une matrice. Le M ici, c'est une matrice. Les autres, c'est des points. Okay, donc, je vais mettre, quand je mets M comme matrice là, je vais distinguer ça. Je vais mettre le M comme ça. C'est pas trop. C'est une matrice en fait. Donc, les autres, c'est des points. Okay, je vais distinguer. Donc, Vn, c'était MNP. Donc, vous voyez que MNP, ça fait finalement quoi? Donc, MNP, ça fait la matrice c'est sous N fois M0P. Mais vous connaissez déjà la matrice. Quelle est la matrice? Je rappelle l'écriture de la matrice. Où est-elle? Où est notre matrice? Où est notre matrice? Où est notre matrice? La matrice était moins 1, 1, moins 2 tiers, 1 tiers. Si je ne me trompe pas. C'est ça. 1 moins 2 tiers, ouais, c'est ça. Il faut calculer cette matrice exposant n en fait. Donc en gros, ce que vous obtenez, c'est ça. C'est que vous obtenez que MNP, donc le point MNAP, le MNAP, ça fait la matrice exposant n. Donc ça, c'est la matrice. J'efface. C'est la matrice exposant n fois M0P. M0, c'est le point A, je pense. Hein. N. Okay. Et M0, c'est le point A. Donc ça fait AP ici. Donc voilà, vous allez calculer la limite lorsque n tend vers l'infini pour trouver le vecteur nu. Vous allez trouver. Donc, il suffit de montrer que la matrice tend vers la matrice nulle. Mais bon, je ne sais pas si vous calculez, si vous savez calculer des puissances matricielles. Hein. Ce qui vous a donné ici, c'est un peu chaud. Hein. En algèbre linéaire, vous savez comment calculer des puissances matricielles. Bon, il y a plusieurs façons de calculer des puissances matricielles quand même. Il y a plusieurs façons de calculer des puissances matricielles. C'est vrai, je ne l'ai pas fait directement. Donc, en tout cas, vous savez ce qu'on appelle le rayon spectral d'une matrice? Non, monsieur, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Okay. En fait, bon, vous avez quand même déjà calculé en algèbre linéaire des puissances de matrices A elles sont n en général, des matrices elles sont n. Vous avez déjà vu ça quelque part, on calcule des choses comme ça. Oui. En fait, c'est ça qu'il faut appliquer ici, en fait, pour calculer cette matrice-là. Elles sont n, c'est ça qu'il faut appliquer ici. Bon, maintenant, moi j'ai la flemme de calculer ça. Hein. Il y a plusieurs méthodes, parce que pour faire le calcul A elles sont n, il y a plusieurs méthodes, laquelle je vais vous montrer. Je ne sais pas trop si vous avez par exemple vu des théorèmes comme le théorème de Cayley-Hamilton. Cayley. Vous avez vu ça? Je ne suis pas sûr. Non, monsieur. Ah, ok, je vois. Si vous n'avez pas vu ça, dans ce cas, vous, la méthode que vous pouvez utiliser pour calculer. Mais vous avez vu quand même l'étude de diagonalisation d'une matrice, valeur propre, vecteur propre. Ou non plus. Oui, monsieur, on a vu. Oui, donc c'est ça que vous, à votre niveau, c'est ce que vous allez utiliser. Polynôme caractéristique et tout. Mais bon, ça rentre dans l'algèbre linéaire. Hein. Ça rentre clairement dans l'algèbre linéaire. Mais je vous montre quand même l'idée. Je vais vous parler un peu de la notion de rayon spectral. C'est ça que... En fait, vous savez qu'en général, la limite de Q puissance n, lorsque n tend vers l'infini, quand est-ce que c'est égal à 0? Si Q est un nombre... Voilà. Quand est-ce que cette limite donne 0? Vous voyez ça en terminale. Cette limite est égale à 0 quand? Quand Q est un nombre réel, là. Quand est-ce que cette limite est nulle? C'est lorsque la valeur de Q est inférieure à 1. Vous êtes d'accord? Ça, c'est, je pense qu'on voit ça en classe de terminale. Hein. La limite de Q puissance n est même première au niveau des suites géométriques là. La limite de Q puissance n est nulle. C'est lorsque la valeur de la raison est plus petite que 1. Donc, de la même façon, il y a une propriété qui dit que, pour les matrices, si vous êtes face aux matrices, la limite de, si M est une matrice par exemple, la limite de M puissance n est égale à 0, est égale à matrice nulle, si et seulement si ce qu'on appelle le rayon spectral est plus petit que 1. Le rayon spectral, c'est simplement le plus grand des valeurs propres.
c'est le plus grand en valeur absolue. C'est le maximum des valeurs absolues, des valeurs propres de la matrice M. En gros, vous allez calculer les valeurs propres. Si le plus grand est plus petit que 1, alors la limite est égale à 0. C'est-à-dire, avant que la limite la donne 0, il faut chercher le polynôme caractéristique de la matrice en fait. Donc, le polynôme caractéristique de cette matrice, P de lambda, je pense on fait moins lambda sur la diagonale, vous faites moins 1 moins lambda, vous laissez moins 2 tiers, vous faites 1 tiers moins lambda. Voilà, vous calculez le polynôme caractéristique comme ça. Donc ici, vous faites moins lambda sur la diagonale principale, vous faites moins 1 moins lambda, facteur de 1 tiers moins lambda, plus 2 tiers, si je calcule bien. Donc ça fait, je vais calculer, développer, ça fait moins 1 tiers plus lambda, moins lambda sur 3, plus lambda carré, plus 2 tiers. Donc je vais réduire, je vais en ranger, il y a lambda carré d'abord, ensuite lambda moins lambda sur 3 ensuite. Quand on fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Ça fait 2 tiers de lambda, vous avez moins 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1 tiers. Ça fait 1 tiers. Je peux vouloir mettre 1 tiers en facteur, 1 tiers fois 3 lambda carré, plus 2 lambda, plus 1. Quels sont les zéros déjà de ce monsieur? 3 lambda carré plus 2. Je pense que peut-être parce qu'il y a un zéro évident pour ça. Bon, il n'y a pas de zéro. Hein. Vous allez trouver des zéros complexes. 3 lambda carré plus 2 lambda plus 1. Vous allez trouver des zéros complexes. Sur le discriminant, ça fait b carré. Je laisse le 1 tiers là ici. Sinon, avec b carré moins 4ac. 4 moins vous avez moins 8. Moins 8, c'est 2i. C'est 2 racine de 2i racine de 2 au carré. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que les zéros sont lambda 1 égale moins b, moins racine du discriminant sur 2a, et moins b, plus racine du discriminant, moins b plus racine du discriminant sur 2a, plus racine du discriminant sur 2a. En gros, il y a moins 1 moins i racine de 2 et moins 1 plus i racine de 2. Mais vu la façon dont je vois les valeurs propres là, le module, ça fait quoi? Le module de lambda 1 et le module de lambda 2, ça fait racine carrée de 1 au carré plus racine de 2 au carré. Quoi. Le module, c'est ça. C'est racine de 3. La racine de 3 est plus petit que 1. Non, c'est plus grand que 1. C'est plus grand que 1. En fait, le rayon spectral est plus grand que 1. On dirait que le rayon spectral de cette matrice, c'est racine de 3. Malheureusement, c'est plus grand que 1. En fait, ça indique que la limite, ça ne tend pas vers 0. Hein. Donc, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être qu'il y a une erreur dans les calculs. Mais quand même, c'est ça l'idée. Arriver ici, arriver ici, c'est ce que vous pouvez dire quand même. MNP, ça fait ça. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que quand tu as MNP, tu vas calculer. Là, j'essaie de calculer la limite quoi, de MNP lorsque n tend vers l'infini. Voilà, donc, vous voyez que ça va faire limite de ms dans n lorsque n tend vers l'infini, qui sera multiplié par le vecteur m0p. Donc, il faut aller calculer cette limite. Pour calculer cette limite, vous devez avoir ms dans n. Vous devez avoir ms dans n. Voilà. Et pour avoir ms dans n, on peut donc plus servir du rayon spectral. Peut-être que c'est au niveau du calcul du polynôme caractéristique. Bon, ce que vous allez faire, vous reprenez le calcul du polynôme caractéristique. Voilà. Mais si vous faites bien les calculs, et s'il y a bien la convergence, le rayon, ce que j'appelle le rayon spectral de la matrice, c'est tout simplement le plus grand, c'est le plus grand, le maximum des modules de lambda, module ou valeur absolue, ça dépendra si c'est un nombre complexe. C'est le plus grand du module lambda, où lambda est une valeur propre. Lambda, valeur propre de quoi? De m. Voilà. Et si il faut trouver que le rayon spectral, voilà, de m est plus petit que 1. Si c'est plus petit que 1, vous pouvez conclure. D'après le calcul que j'ai fait, c'est pas plus petit que 1. Peut-être qu'il y a une petite erreur dans le calcul, comme je vais vite là. Donc, essayez de reprendre le calcul. Ok? Vous devez trouver la limite. Mais monsieur, lorsque le rayon spectral est donc supérieur à 1, on ne peut pas conclure. Dans ce cas, il n'y a pas. Ça veut dire que ça veut dire que ça ne tend pas vers 0. Ça veut dire que ça ne tend pas vers 0. Donc, ok. Voilà, c'est pour ça que je dis que certainement qu'il y a une erreur dans mes calculs. Donc, reprenez les calculs pour voir.
Voilà. S'il y a vraiment Je covariance, comprends. le nombre spectral doit être plus petit que 1. Donc, vous pouvez le calculer. C'est ça la méthode quand même. La méthode, c'est ça. Ok, donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pris trop de temps.